Bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur Dash Télévision, c'est l'heure du Prime et voici les titres. Budget de l'État du Cameroun pour l'année 2025. Le président Paul Biya fixe le cap. Le chef de l'État signe une circulaire d'une vingtaine de pages contenant 89 points qui précise les modalités du budget. Le document renseigne que l'objectif du gouvernement demeure dans la transformation industrielle et du tissu productif et l'amélioration des conditions de vie des populations. Des orientations sur lesquelles députés et sénateurs travailleront au cours de la prochaine session parlementaire annoncée pour le 12 novembre prochain. Octobre rose, mois consacré à la lutte contre le cancer du sein et aux avancées de la technologie. Le traitement coûte cher et ils sont peu nombreux à pouvoir poursuivre ce traitement et se prendre en charge. Quelques malades rencontrés plaident pour une réduction du coût de la prise en charge ainsi que l'amélioration des soins de santé. Risque de destruction des infrastructures de la Cameroon Water Utilities Company au quartier Ndokpassi 3. Et c'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. L'une des principales installations d'approvisionnement en eau potable du quartier est exposée à ciel ouvert. Sous l'effet de l'érosion, les engins lourds qui circulent sur ces tuyaux représentent un danger pour les populations qui craignent une explosion de cet ouvrage. Elles appellent à une intervention des autorités en vue d'une amélioration de leur positionnement. Et puis on parlera de cette constitution adaptée aux réalités de la République démocratique du Congo. C'est donc une promesse qui a été faite mercredi par le président Félix-Antoine Tshisekedi. Le chef de l'État congolais révèle ainsi son intention de procéder à une révision de la constitution. Pour cela, une commission multisectorielle sera mise en place à cet effet en 2025. Elle sera chargée d'améliorer les textes actuels rédigés, selon lui, à l'étranger et par les étrangers. C'est tout pour les titres. Tout de suite, les détails. « 89, c'est le chiffre du jour correspondant au nombre de points contenus dans la circulaire relative à la préparation du budget de l'État pour l'exercice 2025 et signé mercredi par le président Paul Biya. Le document d'une vingtaine de pages fixe le cap, précise les modalités du budget de l'État pour l'année 2025 avec entre autres la mise en œuvre du plan stratégique de réforme de la gestion des finances publiques 2024-2027. La gouvernance met l'emphase sur la transparence, s'intéresse à l'amélioration de la transparence et l'assainissement des finances publiques. Adopté le 2 octobre 2024 au cours de la 15e session du comité de pilotage de la plateforme de dialogue sur les finances publiques, le plan stratégique de réforme de la gestion des finances publiques qui intervient à la suite de l'évaluation PEFA 2023 s'articule autour de 110 actions et de 263 résultats. On parle de ce branchement d'eau potable au quartier Ndokpassi 3, c'est dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Les populations crient au scandale. L'une des principales installations d'approvisionnement en eau potable du quartier, jadis enfouie dans le sol, est désormais exposée à ciel ouvert sous l'effet de l'érosion. Les engins lourds qui, à longueur de journée, circulent sur ces tuyaux représentent un véritable danger pour les populations qui craignent une explosion de cet ouvrage avec des conséquences irréversibles. Elles appellent instamment à une intervention proactive des autorités. Serge Bertrand ici. C'est normal qu'une canalisation qui dessert toute une grande zone comme ça soit extrêmement exposée, avec un grand risque pour la population. À partir du moment où les engins roulent là-dessus et que ça se casse, on sera une fois de plus étonné qu'il y a des inondations parce que ce serait des grands jets. C'est une grosse canalisation qui passe là, ça sera inondé. La population devrait une fois de plus souffrir et on sera face à une catastrophe parce que là, les gens seront sous les eaux. Ayant encore en mémoire la dernière explosion de l'infrastructure qui avait plongé le quartier dans l'inondation, ces populations appellent instamment à une action des autorités, étant elles-mêmes limitées dans leurs efforts. Si cette eau-là lâche, ou alors si une vanne lâche là, la pression d'eau, et je me rappelle, ça fait aujourd'hui peut-être 4, 5 ou 6 ans, je pense qu'il y a une vanne là qui avait lâché. Il fallait voir l'inondation que ça a causé sur le quartier. Donc il faudrait que le gouvernement vraiment pense à nous et qu'ils viennent là, ils essaient de voir comment remédier à la situation. Cette situation malheureuse représente un véritable danger pour ces populations qui disent ne pas voir passer un seul jour sans un accident de la circulation sur cette route
en état de délabrement avancé. Et c'est en toute légitimité qu'elles vivent avec le spectre de la dernière explosion survenue sur les installations hydrauliques à Emana dans le 1er arrondissement de la capitale politique, Yaoundé. Et puis on parle de ce communiqué du ministre camerounais de la Défense au sujet de la traite justement de cette vidéo qui circule sur le net et le ministère de la Défense. C'est un communiqué que je vous lis à l'instant qui communique dans la matinée du mercredi 23 octobre 2024 est apparu sur les réseaux sociaux un vidéogramme devenu viral et présentant une scène de violence infligée à l'artiste musicien Lonkana Agno, dit Simon, dit Longuet. La victime impute ces violences à des éléments de l'antenne sécurité militaire du littoral garnison de Douala, deuxième région militaire interarmée. Informé de ces faits de violence sur un citoyen, le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense a immédiatement prescrit l'ouverture d'une enquête par ses services spécialisés. Toute la lumière sera faite sur cette regrettable affaire. Les responsabilités seront établies et les conséquences tirées en fonction des résultats de l'enquête conformément aux lois et règlements en vigueur. Signé le capitaine de vaisseau Aton Fangemo Cyril Serge. Et le 6e bataillon d'intervention rapide a procédé à une distribution de dons de matériel d'école et didactique au lycée bilingue de Mabanda. C'est à combat et technique de Teke, c'est dans la région du sud-ouest. Cette action citoyenne s'inscrit dans le cadre des actions civilo-militaires du BIR et qui va changer le quotidien des centaines d'élèves. Au cours de la cérémonie qui s'est tenue mardi dernier, le corps enseignant et les élèves ont témoigné leur reconnaissance à l'endroit de ce corps d'élite de nos forces armées et défense et, par ailleurs, a pris l'engagement d'en faire bon usage. Sandrine Babo. Le don est constitué de 107 tables bancs et d'un important stock de matériel didactique remis au lycée bilingue de Mabanda Kumba et technique de Teke dans la région du sud-ouest. Un geste du 6e bataillon d'intervention rapide du sud-ouest qui symbolise parfaitement la symbiose armée-nation qui s'inscrit dans une stratégie plus large de rapprochement entre l'armée et la population, particulièrement cruciale dans une région en proie aux exactions de groupes armés. Au-delà du don, c'est avant tout un message d'espoir et de résilience envoyé à toute une génération. Dans son discours, le colonel Onana Baga, commandant du BI Sud-Ouest, a marqué les esprits en exhortant les élèves à devenir les architectes d'un Cameroun meilleur. Pour Memo Brendachi, directeur du lycée bilingue de Mabanda Kumba, qui a accueilli la cérémonie le 22 octobre 2024, ce don représente bien plus que du matériel scolaire. C'est un investissement dans l'avenir de notre nation. C'est un jour incroyable pour nous. La donation du BIR qui va aider les élèves est une réponse à notre plaidoyer. Ce qu'ils ont donné, c'est exactement ce que nous voulons. Parce que l'éducation est fondamentale pour le devenir de la région du Sud-Ouest, les hommes du 6e bataillon d'intervention rapide multiplient les actions afin que les élèves de cette partie du pays rejoignent le père à l'échelle nationale pour les rentrées scolaires. En économie, je vous le disais en titre, on parle du budget de l'État du Cameroun. Le président Paul Biya fixe le cap de retour au pays. Paul Biya a signé ce 23 octobre une circulaire relative à la préparation du budget pour le compte de l'exercice 2025. Le document renseigne que l'objectif du gouvernement demeure dans la transformation industrielle du tissu productif et l'amélioration des conditions de vie des populations. Au cours de la prochaine session parlementaire annoncée pour le 12 novembre prochain, députés et sénateurs travailleront sur la base de ces orientations du président Paul Biya au cours des débats d'orientation budgétaire. Les détails avec Cédric Tachago. Les 89 points de cette directive présidentielle s'adressent comme de tradition à l'ensemble du gouvernement et aux patrons de région. Le pays doit atteindre des objectifs de croissance et de développement et le chef de l'État ouvre par la présentation du contexte macroéconomique. L'économie mondiale connaît une reprise difficile, mais le FMI projette une légère croissance de l'ordre de 3,3% en 2025. Pour l'exercice à venir, l'objectif de l'action publique au plan national consistera sur cette base au renforcement de la dynamique de croissance. Ceci passe par exemple par le renforcement de la veille sécuritaire, l'amélioration du climat des affaires, ou encore le renforcement des politiques fiscales. En perspective,
Le taux de croissance du PIB réel est fixé à 4,4%. Au plan des orientations générales de la politique budgétaire, le chef de l'État invite à la mobilisation efficace des recettes internes non pétrolières, l'élargissement de l'assiette fiscale ou encore la rationalisation des dépenses salariales. La décentralisation n'est pas en reste. Le président prescrit à cet effet la réduction des disparités et l'équilibre des territoires. Il faut noter que ces grandes directives du président Paul Biya arrivent au moment où députés et sénateurs sont appelés à reprendre du service. Le 12 novembre prochain s'ouvriront les travaux de la dernière session parlementaire de l'année, un moment consacré en grande partie au débat d'orientation budgétaire. Pour rappel, le budget de l'État pour l'exercice 2024 était fixé à 6 679 milliards, avec une augmentation de 533 milliards de francs CFA, décidée au mois de juin par le président Paul Biya. Le dossier du journal s'intéresse à la lutte contre le cancer du sein en ce mois dédié à la recherche et à la sensibilisation autour de cette maladie. La lutte contre cette maladie, justement, qui continue de faire des ravages avec notamment 34% de femmes diagnostiquées à un stade élevé de la maladie qui est donc une cause commune dans ce combat. Plusieurs associations ont vu le jour. Leur mission, apporter un soutien moral et psychologique aux malades et encourager les autres au dépistage précoce. Octobre Rose, ce sont 31 jours consacrés à la lutte contre le cancer du sein. Un reportage signé Audrey Melingui. La lutte contre le cancer du sein, un enjeu de santé publique. Les chiffres ne cessent de croître. Au Cameroun, 34% de femmes sont diagnostiquées à un stade avancé de la maladie, à l'âge de 35 ans pour la plupart. Selon les experts, 5 à 10% des cancers du sein sont héréditaires, soulignent les experts, avec une particularité pour les femmes noires qui présentent des formes très agressives de cancer du sein. Les victimes reçues en consultation le plus souvent à un stade très avancé de la maladie, diagnostic tardif, qui hypothèque dans la plupart des cas l'éventualité d'une guérison. Le dépistage précoce favorise une prise en charge efficiente. En ce mois de campagne, Butterfly organise des dépistages gratuits et distribue des brochures explicatives sur l'autopalpation. Octobre, un mois loin d'être anodin. 31 jours où particuliers, entreprises, gouvernements unis encouragent les femmes à se faire dépister. Son ruban rose, bien plus qu'un simple ruban décoratif, est un symbole fort, celui du combat. L'Arboré s'est affiché son soutien à la recherche. Dans ce combat actif, plusieurs associations font entendre leur voix. Nous encourageons une approche proactive en matière de santé. Par ailleurs, nous mettons un accent sur l'apport d'un soutien psychologique et moral, comprenant les défis psychologiques que représente le diagnostic du cancer et même le traitement. Nous essayons d'apporter un accompagnement émotionnel aux femmes touchées via des rencontres avec des psychologues pour aider à travers cette épreuve. Et encore, Butterfly se voudrait d'être parmi ceux qui offrent un accès à l'éducation et à l'information, qu'ils soient également sensibilisés à ces questions de santé. Le but étant de bâtir une société où chacun, indépendamment du genre, est un acteur du changement. Ce qui nous amène à la mobilisation communautaire. Recherche en faveur du dépistage à tout âge du cancer du sein, une course contre la montre qui demande l'implication de tous. Ce combat est une cause commune. Octobre Rose, c'est également l'occasion de partager avec les malades les difficultés par lesquelles ils passent, notamment au moment de la prise en charge. En plus des effets secondaires violents du traitement, il faut également faire face aux questions financières liées au traitement, justement, une thérapie onéreuse et pas toujours à la portée de tous. Les explications de Marie-Vonne Dongo. Lentement, le liquide rentre en contact avec l'organisme pour détruire les cellules cancérigènes. En salle de chimiothérapie à l'hôpital La Quintini, c'est jour de traitement pour ces femmes atteintes du cancer du sein. Un moment difficile auquel elles ont pu s'adapter finalement. Au début, c'était vraiment trop difficile pour moi. Ça me donnait des fièvres, des nausées, des effets secondaires, quoi. Trop difficile.
trop difficile parce que je pleurais tout le temps. Maintenant, ça va, ça va. Quand tu as le cancer, il faut être positif. Avoir la foi que tu vas guérir. Dans ton cerveau, cultiver ça dans le cerveau que tu vas guérir. Depuis l'annonce de la maladie, cette patiente est passée par toutes les émotions. Le plus dur aura été le déni. Après le diagnostic, elle n'y croyait pas. On m'a demandé d'aller faire la mammographie, la biopsie, et on a trouvé que j'avais un cancer. Au début, j'ai eu le déni. J'ai fait la dépression. Bon, pendant 3 mois, j'ai fait. C'est souvent le cas chez de nombreuses patientes. Les conjoints et le corps médical se posent alors comme le meilleur soutien pour pouvoir faciliter l'acceptation. Je suis allée à l'hôpital le premier jour avec mon mari. Il m'a accompagné tous ces jours jusqu'à présent. Ce qui fait que il m'encourageait que non, il m'encourageait qu'il faut qu'on parte à l'hôpital. Il faut surtout être patient. Le traitement peut être très long et très cher. Le chapelet des difficultés est alors rapidement égrené. Dans tout le monde entier, c'est gratuit. Nous sommes surpris qu'au Cameroun, on nous fait payer, même jusqu'à payer encore les soins. Or que ça, c'est notre mois. Ça, c'est notre mois. Pourtant, c'est le contraire. Ici au Cameroun, c'est pas sérieux. 10 octobre rose, ça veut pas seulement dire que tu peux faire un test de dépistage gratuit, ça suffit. Vous aurez souhaité quoi de plus? On aurait souhaité que le mois d'octobre soit gratuit pour tous ceux qui souffrent de cette maladie. Le combat pour la survie est le quotidien des malades. Elle s'accroche à l'espoir pour ne pas définitivement sombrer. Nous parlons à présent de celle-là même qui s'est accrochée. Je vous emmène à la rencontre d'une jeune femme qui a remporté justement cette bataille contre le cancer du sein. Akui Anjo est son nom et à 33 ans. Son parcours est un véritable témoignage de courage, de résilience et surtout de lutte et de l'importance d'un traitement approprié. Dans ce reportage de Larissa Libom, elle raconte ses peurs, ses combats, mais aussi sa victoire. On regarde. Le diagnostic de cancer du sein a été un choc pour Akui Anjo. Confrontée à la possibilité d'une issue fatale, elle a dû faire face à une profonde détresse émotionnelle. Mais avec le soutien de sa famille et de ses amis, elle a trouvé la force de se battre. Un combat difficile, mais victorieux. Lorsque j'ai reçu le diagnostic, le soutien a été incroyable. Ma famille, mes amis et même des personnes que je ne connaissais pas priaient beaucoup pour moi. Je pense que cela a été la clé de mon rétablissement. Les prières des gens, le fait que mes amis venaient à la maison presque toutes les semaines avec la nourriture, les sessions de prière, les appels et les messages de soutien que je recevais pendant mon traitement. Tout cela a été très important et m'a permis de tenir bon. Le traitement du cancer du sein a été un véritable parcours du combattant. Akui Anjo a dû endurer les effets secondaires de la chimiothérapie et de la radiothérapie. Mais grâce au progrès de la médecine et à sa détermination, elle a survécu. Une lumpectomie, encore appelée chirurgie mammaire conservatrice, a permis d'extirper la tumeur cancéreuse. The treatment was very harsh. So a lot of times I would just literally pray to die because I didn't. Le traitement était très dur. Parfois, je priais littéralement pour mourir parce que je ne pensais pas pouvoir y arriver. Il m'a fallu environ 6 mois de chimiothérapie pour comprendre les effets secondaires. Lorsque vous faites de la chimiothérapie, vous avez 2 ou 3 jours où vous êtes vraiment malade, vraiment affaibli. Vous ne pouvez pas marcher, vous avez tellement mal, vous vomissez. Après 6 mois, lorsque je me suis habituée au fait que c'est ce qui allait se passer à chaque chimiothérapie, mon esprit s'est un peu calmé. Je pense que la force mentale est essentielle. J'ai donc mangé des légumes, des fruits et des protéines. Je me suis efforcée de rester calme. J'ai parlé à mon thérapeute et j'ai écouté de la musique relaxante pendant cette période. Je pense que les effets secondaires de la chimiothérapie ont été le plus difficile à gérer. Même après la guérison, Akui Anjo est consciente de l'importance des contrôles réguliers. Ces suivis permettent de détecter précocement d'éventuelles récidives et de prendre les mesures nécessaires.
fait, après les 3 premières années, j'allais à chaque contrôle tous les 3 mois. Puis, les 3e et 4e années, je suis passée à un contrôle tous les 6 mois. Et maintenant, cette année, je n'ai besoin de voir mon médecin qu'une fois par an. Donc, à partir de maintenant, sauf si quelque chose se passe, je vais pour les contrôles annuels. Son expérience personnelle l'a motivée à devenir une défenseuse de la cause des femmes atteintes de cancer du sein. Elle sensibilise les jeunes filles et les femmes à l'importance du dépistage précoce et encourage celles qui sont touchées par la maladie à ne pas perdre espoir. Nous recevons pour en parler le docteur Wilfried Mossé. Il est médecin radio-oncologue au Centre d'oncologie du Cameroun. Il a accepté de répondre à nos questions ce soir. Bonsoir docteur et bienvenue sur ce plateau. Et merci pour l'invitation. Alors on parle de la lutte contre le cancer du sein. Alors, une pathologie fréquente au Cameroun qui atteint principalement les femmes, notamment celles en âge de procréer. Absolument. Et au Cameroun, ici, selon le dernier rapport du Globocan, ça représente tout cancer confondu chez la femme à peu près 25%. C'est le cancer leader. Et dans la littérature, normalement, c'est autour de la 60aine. Mais malheureusement, dans nos contrées, on a des femmes qui, malheureusement, avant les 40 ans, font des cancers du sein. Et c'est beaucoup plus agressif, comme le reportage vient de le dire. Oui. Alors, on l'a suivi justement dans un des reportages. La question de la gratuité se pose avec acuité, alors que dans certains pays, le cancer est gratuit. Malheureusement, dans certains pays, comme le Cameroun, il est payant et parfois, les femmes n'arrivent pas à pouvoir suivre le traitement. Oui, il est payant au Cameroun. Vous savez, les questions de gratuité, c'est des politiques installées. Certains pays ont déjà passé le cap, mais je pense que dans les années à venir, ça va venir. Alors déjà, docteur, combien de types de cancers est-ce que... on a combien de types de cancers? Alors c'est une question vaste. Il faut savoir que chaque organe dans le corps... Il y a plusieurs types de cancers. Chaque organe dans le corps peut développer un cancer. Mais spécifiquement, quand on est dans le sein, 90%, ça va être des cancers qui vont se développer dans les lobules ou dans les canaux galactophores du sein, c'est-à-dire de la glande mammaire elle-même. Vous savez, quand vous prenez un sein, au-dessus, vous avez la peau, ensuite, vous avez la graisse et vous avez le tissu mammaire lui-même. La tumeur du sein authentique vient de là. Voilà. Mais on a souvent l'impression que on a une boule et puis on ne sait pas faire la différence entre cette boule naturelle que la femme a dans le sein et la boule qui est causée justement par le cancer. Alors, il faut... La boule, c'est la tumeur ou si vous voulez, un nodule qui pousse dans le sein. Effectivement, elle peut être bénigne ou maligne. La tumeur bénigne, habituellement, c'est un adénome, un fibroadénome. Elle est complètement sans danger pour la patiente parce qu'elle n'a pas cette capacité à détourner le système énergétique, à métastaser et à se transformer et à aller se loger dans d'autres organes et détruire ces organes. C'est ça principalement la différence entre ce qui est malin, que nous appelons cancer, et ce qui est bénin. Ce qui est bénin, habituellement, les gynécologues gèrent ça très bien et ça se passe. Ça, ce n'est pas le problème. On ne subit pas le même traitement que... Non, la tumeur bénigne, son traitement est principalement chirurgical. Il n'y a pas besoin de chimiothérapie pour cette tumeur. Justement, ça intéresse... Voilà. Et souvent, chez les jeunes filles, quand elles sont jeunes, on les laisse tranquilles parce que leur vie n'est pas en danger avec ça. Mais est-ce que ça disparaît justement, celle la moins dangereuse? Alors, les moins dangereuses aussi, dans la littérature, il est dit qu'elles représentent également un facteur de risque un jour de se transformer. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ça? Alors ça, c'est des suivis rapprochés avec le gynécologue et en fonction de l'âge de la patiente, décider au bon moment de l'opérer. La forme la plus dangereuse, c'est celle-là qui, principalement, intéresse la plupart des patients et même des téléspectateurs de Dash Télévision. Oui, alors, bien heureusement, plus de 90% des boules dans les seins d'une femme sont des tumeurs bénignes. Mais malheureusement, les boules qui sont méchantes, elles... Alors, la difficulté, c'est quoi? C'est que quand vous avez un groupe de cellules qui échappe complètement au contrôle de l'organisme, un groupe de cellules qui se permettent de se multiplier à l'infini, qui échappent à votre système immunitaire,
qui ont la capacité de créer de nouveaux vaisseaux, de détourner votre système énergétique, de migrer du site initial et d'aller se loger dans d'autres organes, de détruire ces organes, ceux-là, il faut les traiter activement. Et lorsqu'on peut guérir ces cancers, ce sont des traitements très lourds qu'on donne. Et effectivement, comme l'a dit, moi j'aime souvent dire à mes patients, alors la charge, elle est triple. Mentalement, c'est fort, financièrement, c'est fort, et physiquement, c'est fort. Alors, on parle ici de la prévention du cancer du sein. Il est recommandé à beaucoup de femmes de s'auto-palper, par exemple, ou d'aller dans un centre de santé. Mais là encore, beaucoup déclarent que ça coûte cher parce qu'il faut peut-être payer la consultation. Alors, l'autopalpation, c'est un moyen très simple et très efficace. L'OMS le conseille très vivement, toutes les jeunes femmes d'ailleurs. Alors ça consiste en quoi? C'est une fois par mois, habituellement on donne une semaine après les règles, de s'auto-palper le corps. Vous mettez devant un miroir et vous regardez votre corps, vous touchez le sein, sous les selles et toutes ces parties. Vous veillez à tout toucher et qu'est-ce que vous cherchez? Toute modification. Voilà. Mais il est également conseillé pour chaque femme, une fois par an, de voir son gynécologue et de se faire examiner. C'est important. Alors pour les femmes d'une certaine tranche d'âge, je parle de celles qui ont entre 50 et 70, 75 ans. Il est conseillé au moins une fois tous les 2 ans de faire une mammographie. Elles aussi, elles peuvent pratiquer l'autopalpation. Si elles sont déjà ménopausées, elles choisissent une période qu'elles veulent dans le mois, elles font leur autopalpation. Voilà. L'objectif, c'est de découvrir la maladie à un stade précoce. Un stade précoce, parce qu'à un stade précoce, disons un stade 1, le taux de guérison, normalement, il est au-dessus de 90%. Même si la maladie est agressive, quand même, les résultats seront toujours meilleurs que quand vous attendez d'avoir un sein qui devient ulcéreux, une maladie déjà trop évoluée pour dire qu'on va avoir une guérison. Mmh. Ouais. Alors, on parle également de la question du diagnostic de la maladie. Mais est-ce que déjà c'est facile pour toute femme de savoir se palper parce qu'il y a quand même une méthode qu'il faut employer pour s'auto-palper? Oui, je pense que cette méthode-là, il faut l'enseigner le plus souvent. Moi, je pense que ça, c'est des campagnes, par exemple, que le Cameroun Oncology Center fait dans tout le Cameroun. Je pense qu'on a déjà traversé tout le Cameroun pour éduquer les gens par rapport à tout ceci. C'est des attitudes simples. Normalement, au cours de chaque consultation, chaque gynécologue pourrait enseigner cela à sa patiente. C'est comme je l'ai dit tantôt, se mettre devant son miroir, lever chaque bras, palper avec le bras controlatéral, le sein et l'espace. Et j'ai dit, on recherche, vous connaissez votre corps. Si quelque chose change là-dessus, consultez votre gynécologue. Alors, pour ce qui est du diagnostic même, c'est une maladie de la cellule. Donc, c'est un diagnostic histologique. Quand on trouve une boule et que le radiologue qui a fait une mammographie, par exemple, et une échographie vous dit que cette boule présente des caractéristiques d'une tumeur maligne, la prochaine étape, c'est de prendre un bout de tissu, d'aller regarder au microscope. Parce que quand on dit qu'une cellule s'est transformée, elle s'est littéralement transformée. Vous imaginez une cellule qui est bien, qui est toute ronde, et à côté, vous avez une cellule qui est vraiment devenue méchante, qui a des formes bizarroïdes, avec des noyaux qui sont triples, multiples, ainsi de suite. Bref, la cellule a réellement changé. Et on est capable de vous dire, oui, ce tissu est cancéreux et c'est tel type de cancer. Et le traitement sera donné selon ce diagnostic. Alors, j'ai quand même enregistré une ou deux questions, puisque cette intervention a été annoncée. C'est Marie qui pose la question de savoir après combien de temps est-ce qu'on peut guérir d'un cancer dangereux ou méchant. Alors, ça dépendra du cancer. Par exemple, si vous avez remarqué, celle qui a témoigné tout à l'heure, son suivi, ça a été tous les 3 mois durant 2 ans, oui. Tous les 6 mois durant 3 ans, et une fois par an. Théoriquement, pour le sein, c'est quasiment à vie que vous devez consulter votre médecin. Mais on estime qu'après 3-5 ans, si vous n'avez pas eu de récidive, vous êtes dans une zone de sécurité. Très bien. Voilà. Mais pour certains cancers comme le col, après 10 ans, on pense que vous êtes guéri. Alors d'accord, alors au Cameroun, on reste quand même sur un taux d'incidence assez élevé. Il y en a beaucoup qui ne maîtrisent pas les chiffres. Oui, alors l'incidence, il est vraiment élevé, mais ce qui est
plutôt déconcertant, c'est l'âge de survenue plutôt jeune. On connaît les facteurs de risque. On dit avec l'âge, vous avez plus de chances. Il y a les facteurs génétiques et je pense surtout parce que c'est bien documenté qu'avant 40 ans quand même il y a des facteurs génétiques. Je pense que plus d'études doivent être faites dans ce sens. Parce que statistiquement, comme je l'ai dit, selon le Globocan, on est autour de 24-25% de cancer du sein. Les hommes aussi sont concernés. Hein. Ah, mais c'est la question que j'allais vous poser puisque beaucoup ne savent pas. Pour 100 femmes, vous avez un homme. Oui. Oui. C'est pas courant, mais il y en a. Pour 100 personnes, pour 100 patients. Le rapport, c'est 1/100. Pardon, le taux. 100 malades, 100 patients, on a combien de décès par an? Alors, les statistiques ne sont pas données ici. On parle de survie globale à 5 ans, à 3 ans. Et ça, c'est donné en fonction du stade de votre maladie. Statistiquement, si vous avez un patient qui a un stade 4 de la maladie, à 5 ans, son taux de survie est à moins de 20%. Et plus le stade il est bas, plus tout à l'heure, j'ai dit qu'un stade 1, techniquement, on est au-dessus de 90%. Une autre question également, docteur Wilfried Mossé. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'attraper un cancer? Alors, il faut revisiter les facteurs de risque parce que vous n'avez pas une cause. Vous avez un faisceau de facteurs qui se mettront ensemble pour peut-être être à l'origine d'un cancer, notamment dans le sein, par exemple. On a parlé de l'âge, on a parlé de certains facteurs génétiques. Vous avez des gens, pour une raison ou pour une autre, ils ont des gènes qui ne fonctionnent pas correctement. Et donc, du coup, ça augmente le risque de faire un cancer. Si vous avez un parent très proche, je parle d'un papa et d'une maman, qui a fait un cancer du sein, par exemple, vos chances de faire un cancer du sein sont multipliées quasiment par 3. Vous voyez. Et après, il y a l'exposition même de la femme aux hormones. Naturellement, certaines femmes, par exemple, vont avoir leurs règles très très jeunes et être ménopausées très tardives. Ça va être des femmes, par exemple, qui seront exposées pendant très longtemps aux hormones. Il y en a aussi qui auront pris des hormones substitutives pour une raison ou pour une autre. Dans leur vie, c'est des facteurs de risque. Le tabac, l'alcool, ça c'est bien cité. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins. On parle par exemple de radiation ionisante ou le fait d'être sédentaire ou le fait d'être obèse. Tout ceci, ce sont des facteurs. Mais attention, ces facteurs ne sont ni suffisants ni nécessaires pour que quelqu'un fasse un cancer. Très bien. Voilà. Mais déjà, essayez on va dire quoi, de régler ce qui est réglable. Par exemple, vous n'êtes pas obligé d'être sédentaire, vous n'êtes pas obligé d'être obèse. Vous pouvez ne pas fumer, vous pouvez ne pas prendre de l'alcool. Donc ces choses-là sont modifiables. Mais si vous avez un gène reçu d'héritage, ça, c'est pas du tout modifiable. Alors, avant de vous laisser partir, on a quand même parlé de l'avancée de la technologie et de la recherche, docteur. À travers le monde, mais principalement en Afrique, particulièrement au Cameroun, où en est-on avec la recherche dans la lutte contre le cancer? Alors, vous savez, les recherches, c'est les universités, c'est les hôpitaux. Alors, il y en a qui font des recherches sur certaines plantes. Je ne suis pas très au fait de ces équipes-là, mais je sais que certaines plantes sont testées. De toutes les façons, les médicaments de chimiothérapie ont été découverts aussi comme ça, tout à fait par hasard. Hein. Donc, je sais qu'ici, il y a certains qui font des recherches, mais la recherche a besoin de financement. Très bien. Voilà. Mais en termes de traitement, les choses bougent. Les choses bougent. Vous savez, on a principalement 3 armes. On opère, on fait de la chimio, on fait de la radiothérapie. Voilà. Et ces 3 modalités de thérapeutiques sont disponibles. Voilà. Peut-être, ce dont on a besoin dans l'immédiat, c'est de revoir certaines décisions pour peut-être faciliter l'accès aux patients. Parce que, comme je l'ai dit, financièrement, c'est fort. Je suis face tous les jours à des patients, je connais leur parcours. Je sais par où ils sont passés, je sais exactement que même quand on est dans la, on va dire quoi, la bonne classe, comme on dit, financièrement, c'est épuisant. Du début à la fin, avec tous les examens et tous les médicaments. Aujourd'hui, vous avez des traitements qui coûtent facilement 2700, 3000 € par mois. Alors, même si vous pensez être confortable,
Ah ouais. C'est fort. Donc un soutien de tous et de chacun est absolument nécessaire. C'est un problème de santé publique. Si le voisin aujourd'hui est malade, il faut le soutenir. Peut-être demain, ce sera moins. Voilà. Merci beaucoup, Dr Wilfried Moussé, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Dans le reste de l'actualité, on parle de la lutte contre l'épidémie de la poliomyélite. La région du littoral vient donc de procéder, c'était ce jeudi, au lancement officiel de la campagne de vaccination. Ce premier round de campagne qui s'étend sur 3 jours vise à administrer 2 gouttes de vaccin aux enfants âgés de 0 à 59 mois. Une campagne synchronisée dans les 10 régions du Cameroun, y compris l'épée de la sous-région et ceux du Sahel. La représentante du gouverneur a formulé le vœu d'une collaboration efficiente de tous les maillons de la chaîne pour atteindre les résultats escomptés. Le compte rendu de Stéphane Dibébé. 2 gouttes de vaccin polio oral aux enfants de 0 à 5 ans. L'automne vient ainsi d'être donné dans le littoral. Jusqu'à date, le bulletin de santé de la région du littoral en ce qui concerne le poliovirus sauvage ne présente aucun danger. Mais la métropole économique, tout comme les autres régions du Cameroun, veut prévenir le mal, d'où l'appel des autorités administratives à faciliter la tâche aux équipes déployées sur le terrain. Le message phare que je voudrais lancer à la population de Douala, c'est que le vaccin il est gratuit et que toutes les populations, n'est-ce pas, doivent vacciner leurs enfants pour éviter, n'est-ce pas, qu'ils tombent dans le handicap. La poliomyélite, c'est une mauvaise maladie qui rend les enfants handicapés et cet handicap est irréversible. Si, depuis 2020, le Cameroun a acquis le statut de pays libre de poliovirus sauvage, il fait face autant que certains pays du bassin de la Tchad et du Sahel à une épidémie de poliomyélite due au poliovirus variant en circulation, d'où la synchronisation de ces 3 jours de vaccination. Avec ses 34 districts de santé et ses 191 aires de santé, le littoral veut atteindre sa cible. Les équipes de vaccination vont se mobiliser dans les marchés, les églises, les écoles et même le porte-à-porte dans des maisons pour s'assurer que chaque enfant de 0 à 5 ans a reçu gratuitement 2 gouttes de vaccin. Comment immigrer de façon légale pour le Canada? La question est au centre des réflexions d'une formation-conférence qui se tient pendant 3 jours à Douala. Des centaines de jeunes Camerounais venus de tous les horizons y prennent part. À l'école de l'immigration légale, la thématique a connu la participation des autorités administratives, opérateurs économiques, les cadres du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation physique venus expliquer aux jeunes ce qu'il faut savoir sur les contours de ce périple. Voici le compte rendu de Stéphane Dibébé. Après les 2 premières éditions à Abidjan en Côte d'Ivoire, sur le salon Afrique-Canada, il était de bon ton pour la diaspora africaine de venir outiller la jeunesse camerounaise qui nourrit le rêve d'une aventure canadienne à tous les prix. On se rend compte qu'il y a souvent beaucoup de personnes qui arrivent au Canada, mais qui ont des défis parce qu'ils n'ont pas eu peut-être la vraie information avant de quitter, comme disait le gouverneur tantôt. Et si on n'a pas l'information, vous êtes d'accord avec moi qu'on part mal. Et nous, on ne veut pas ça. En tant que membre de Akwaba Community, qui est une organisation à but non lucratif créée par les membres de la diaspora, tous d'origine afrodescendante, on ne veut pas que nos frères repartent ou bien refassent les mêmes choses qui n'ont pas marché. Au-delà des déclinaisons sur les dangers d'une immigration illégale, les assises de Douala visent également à outiller la jeunesse sur les possibilités d'investissement au pays d'accueil. Le but, en fait, c'est pas de partir et certainement pas partir à tout prix. On leur dit, quand vous partez, boostez votre développement personnel. Il faut acquérir des connaissances, il faut acquérir des contacts, le carnet d'adresses et surtout rentrer, contribuer au développement du pays. Tout de suite au panel, les participants pendant ces 3 jours auront accès à des ateliers pratiques, des rencontres B2B et des sessions d'information sur les démarches d'immigration. Une aubaine pour certains qui en tirent déjà profit. Je trouve ça très important dans la mesure où lorsque vous avez des informations sur où vous partez, sur où vous voulez partir, sur l'extérieur, au moins vous avez une certitude d'une décision personnelle. Si je pars, est-ce que là-bas j'aurai des opportunités ou je n'aurai pas? Je pense qu'aujourd'hui ça vient juste améliorer les connaissances de toute personne qui veut s'en aller. Aux côtés des pouvoirs publics, la diaspora africaine basée à Toronto entend transmettre à la jeunesse camerounaise tout le cheminement adéquat à travers une dizaine de modules, tant sur l'immigration que sur l'investissement, avant de prendre la route.
Et cette promesse du président Félix Antoine Tshisekedi mercredi de mettre en place une constitution adaptée aux réalités du pays, une constitution qui doit être élaborée sur la base des habitudes congolaises en tant que peuple congolais. Le chef de l'État était en meeting dans la localité de Kisangani, au nord-est du pays. Le compte rendu de Sandrine Babo. Pour le président Félix Tshisekedi, la constitution actuelle de la République démocratique du Congo n'est pas bonne car elle a été écrite à l'étranger par des étrangers. Il faut une constitution adaptée aux réalités congolaises, une constitution qui doit être élaborée sur la base des habitudes congolaises en tant que peuple congolais. En meeting mercredi à Kisangani, chef-lieu de la province de la Chopo, au nord-est, le chef de l'État congolais a annoncé la mise en place l'année prochaine d'une commission composée des acteurs de différents domaines pour réfléchir comment doter le pays d'une constitution adaptée aux réalités congolaises. S'adressant aux populations, le numéro 1 congolais a relevé que la constitution a bel et bien des faiblesses qui méritent d'être corrigées. Pour cela, il a demandé aux élus de s'y pencher malgré que les ennemis veulent en profiter pour en faire une autre lecture. En ce qui concerne le nombre de mandats, Félix Tshisekedi a dit que cette question est claire, elle ne peut être réglée que par le référendum. Notons qu'au cours de ces derniers mois, à l'occasion de déplacements à l'extérieur, Félix Tshisekedi a évoqué à plusieurs reprises une constitution dépassée et le besoin de faire des réformes. Le président Félix Tshisekedi qui a par ailleurs annoncé que durant son séjour de 3 jours à Kisangani, il présiderait le Conseil des ministres sur place demain, vendredi. À présent, le bulletin météo avec Michel Ngosso. Bonsoir Mireille. Bonsoir Armel, bonsoir à tous, bienvenue à votre bulletin météo. Cette nuit, certaines localités des régions de la Damawa, du centre, du nord-ouest pourraient être arrosées par des pluies orageuses, tandis que les localités du littoral et du sud-ouest ainsi que le reste du territoire seront arrosées par des pluies légères. Salam alaikum à toutes les populations du Grand Nord. Le ciel du Grand Nord sera couvert avec une température de 29 degrés. Au sud-ouest et à l'ouest, nous aurons un ciel qui sera légèrement éclairci, mais avec des nuages, et des pluies sont attendues à certains endroits avec des températures respectives de 20 degrés au sud-ouest et de 22 degrés dans l'ouest. Nous conseillons à ces populations de sortir couverts. Couvrez-vous, prenez vos parapluies, couvrez les enfants, mettez les bottes pour aller dans des zones marécageuses. Au centre, au littoral et au sud, nous aurons un ciel chargé, partiellement éclairci avec des pluies par endroits et les températures respectives de 23 degrés au centre, de 27 degrés au littoral, de 24 degrés dans le sud. Dans le nord-ouest, le ciel sera pluvieux, il y aura de fortes pluies avec une température de 18 degrés. Mesdames et messieurs, prenez la peine de débrancher vos appareils ménagers avant de sortir de vos maisons. C'est tout pour ce bulletin météo. Restez connectés au programme de Dash TV. Merci à vous, Michel, qu'on va retrouver ce vendredi. Et à présent, la pensée du jour. Le pied d'un grand arbre est toujours frais. Une pensée qui fait référence à ce sage qui est toujours plein d'idées. Ou encore, tout simplement, les nantis ont constamment les poches pleines. Et ne manquez pas votre rendez-vous hebdomadaire, la Matrix de l'hymne national du Cameroun, qui est donc au menu de questions de fond ce soir dès 20h30 sur Dash Media, présenté par Patrick Trissian Ndobo. Bonsoir à toutes et à tous et à très vite.